Dans le Massif central, en hiver, le froid ne demande pas la permission. Il descend des montagnes tel un animal ancestral, invisible et patient, s'infiltre dans les murs de pierre, solidifie l'eau dans les seaux, éteint les poêles et fait taire les coqs avant même que ne sonne la première cloche de l'église. Là-bas, chacun sait ce qu'il faut faire. Du bois de chauffage empilé sous les avant-toits, des braises protégées pendant la nuit, d'épaisses couvertures transmises de génération en génération, un rituel répété depuis des siècles. Mais cette année-là, en 1930, une femme n'a pas respecté le rituel. Pendant que ses voisins renforçaient à leurs portes et calfeutraient à leurs fenêtres, Élise Moreau, veuve à un jeune âge, passait ses journées à creuser son propre terrain, seule, en silence. Il empila des pierres, mélangea de l'argile et arrangea le tout avec un soin que personne ne comprenait. Il est en train de creuser sa propre tombe. Certains ont dit, il a complètement perdu la tête. D'autres murmuraient, personne n'était au courant de la fièvre qui a failli emporter leur fils. Personne n'a remarqué qu'elle ne construisait pas de plancher. Elle se constituait un dernier recours, et le froid arrivait. Dans ce village oublié, niché au cœur des collines glacées du Massif central, les journées commençaient avant l'aube. Les hommes partaient tôt pour couper du bois ou s'occuper du bétail. Les femmes entretenaient le feu avec une dévotion quasi religieuse, et les enfants allaient ensemble à l'école, blottis sous d'épais manteaux et des bonnets tricotés à la main. Les maisons se ressemblaient toutes. D'épais murs de pierre, des sols en terre battue, un poêle à bois dans un coin, et de petites fenêtres toujours fermées. L'uniformité était une forme de protection. Ceux qui faisaient les choses différemment attirèrent l'attention. Et attirer l'attention là-bas n'a jamais été sans risque. C'est pourquoi Élise Moreau a commencé à semer la zizanie avant même l'arrivée de l'hiver. Après la mort de son mari dans un glissement de terrain en montagne, elle s'est retirée de la vie publique. Il a cessé d'aller à la messe, a refusé les visiteurs et a évité le marché hebdomadaire. Elle passait presque tout son temps sur le petit terrain hérité de sa famille, où elle vivait avec son fils Lucien, un garçon pâle aux yeux enfoncés et au souffle court. Élise n'a rien demandé à personne, mais cela n'expliquait rien non plus. Les jours secs d'octobre, il se mettait à creuser le sol de sa propre maison avec une petite pelle, tandis que Lucien le regardait, emmitouflé dans des couvertures. C'était un travail lent, presque absurde aux yeux des autres. Puis il empila des pierres ramassées dans la rivière, chauffées au soleil et façonnées avec de l'argile humide. « Pense-t-elle que cette pierre devient plus chaude que le feu ?» a souri le boulanger. « Le garçon va mourir de froid. » « Oh » murmura une voisine en le voyant dormir sur le sol fraîchement posé. Les enfants du village, qui avaient l'habitude de jouer avec Lucien, commencèrent à l'éviter. Sa mère était la femme des pierres, et les enfants perçoivent le mépris des adultes sans qu'on ait besoin de le leur expliquer. Élise n'a pas répondu. Ses mains restaient sales, son visage fermé, comme s'il écoutait une autre chanson. Mais la nuit, lorsque les yeux de Lucien clignaient rapidement, essayant de ne pas s'éteindre, elle toucha le sol. Et la chaleur était bien présente, discret, vivo, persistant. Elle ne savait pas si cela fonctionnerait une fois la glace arrivée, mais j'avais déjà appris que le désespoir n'exige pas de certitude, il exige d'essayer. Fin novembre, l'hiver a donné son premier avertissement. Un épais brouillard recouvrit la vallée pendant 3 jours. Dans la pièce, les puits gelèrent. Le poêle de l'école ne parvenait pas à contenir la chaleur, la messe a été annulée, et même le maire s'est présenté avec d'épais gants et 2 manteaux. Aucun feu ne brûlait dans la maison d'Élise. Pourtant, aucune fumée ne s'échappait de la cheminée. Et pourtant, Lucien ne toussa pas. Le 5e jour, le premier enfant du village a eu une forte fièvre. Le 6e jour, 3 maisons se retrouvèrent à court de bois de chauffage. Le 7e jour, ils ont commencé à frapper à sa porte. Mais ça, ce n'était que le début. Tout a commencé avec une pierre. L'hiver précédent, le plus rigoureux de la décennie, Élise s'était réveillée en pleine nuit et avait trouvé Lucien en proie à une forte fièvre. Le bois de chauffage était épuisé. Le feu s'est éteint. Le froid semblait avoir traversé les murs et envahi le corps du garçon. Elle l'enveloppa de tout ce qu'elle avait, des couvertures, des vêtements, son propre corps. Rien n'était suffisant. Désespérée, elle courut vers le petit abri à l'arrière et attrapa une grosse pierre lisse qui servait à entourer la citerne. Il le déposa sur les braises encore fumantes. Une fois réchauffé, il l'enveloppa dans un tissu épais et le plaça au pied du garçon. Cette nuit-là, Lucien a survécu. Ce n'était pas suffisant, mais c'était suffisant. L'été suivant, tandis que les autres fêtèrent les récoltes et ramassèrent du bois de chauffage,
Élise ramassait des pierres dans la rivière. Il observa lesquelles conservaient la chaleur le plus longtemps, lesquelles se fissuraient et lesquelles s'effritaient en poussière. Je ne lisais pas de livre, je n'ai pas pris de notes. Elle apprit avec ses doigts, avec son regard, avec le souvenir de cette chaleur discrète qui avait sauvé une vie. La voisine d'à côté, Madame Laurent, a essayé de conseiller. Élise, mets ce garçon au soleil, donne-lui du thé chaud. Cette pierre me paraît bizarre. Élise hocha la tête en signe de remerciement. Et il se remit à creuser. La situation était difficile sur le terrain à domicile. Le sol dissimulait d'anciennes racines et de profondes pierres. Mais elle a insisté. Chaque trou était rempli de pierres alignées, d'argile rougeâtre et d'une chaux rudimentaire qu'elle fabriquait elle-même en brûlant des os d'animaux mélangés à de la cendre. Le travail a pris des jours. Leurs mains étaient couvertes de callosité. Ses bras ont maigri. Les vêtements se sont couverts de poussière. Dans le village, la méfiance grandissait. Certains disaient qu'elle enterrait quelque chose. D'autres, devenues folles après être devenues veuves. Certaines personnes ont pensé qu'il essayait d'imiter le revêtement de sol des riches maisons de la ville. Mais la vérité était plus simple. Élise ne cherchait pas de réconfort. Elle cherchait du temps, quelques heures de chaleur en plus du bois de chauffage. Le genre de chaleur qui maintient un corps fiévreux jusqu'à l'aube. Des mois d'essai. Pierre sur argile sèche. Pierre sur cendre chaude. Une pierre posée sur des braises éteintes. Pour un observateur extérieur, rien ne semblait se passer. Pour elle, chaque pierre était une promesse. Lorsque la dernière partie du plancher fut enfin terminée, on était déjà fin octobre. L'atmosphère commençait à changer. Les blagues ont commencé. Tu vas dormir par terre comme un animal. Quelle sorte de mère pose son enfant sur une pierre froide? Elle a perdu plus que son mari. Et d'une certaine manière, il avait bel et bien perdu. Il a perdu sa peur du ridicule. Il a perdu patience face aux coutumes des autres. Il a perdu le droit à l'erreur. La dernière nuit avant l'arrivée du vrai froid, Élise alluma quelques braises. Ne pas utilisées pour chauffer l'air, mais pour réchauffer le sol. Lucien dormait paisiblement. Pas de tout, sans tremblement. Elle ne savait pas si cela suffirait, mais il n'y avait plus rien à tenter. Le matin où le froid est vraiment arrivé, le ciel était dégagé. Un froid traître, pas de vent, sans prévenir. Le sol s'est durci, les branches ont cassé. Le silence devint pesant. Les premiers à le remarquer furent les éleveurs. Abreuvoirs gelés, lait épais dans les gamelles. Le poêle de l'école est tombé en panne. La pâte du boulanger n'a pas levé. Les fils télégraphiques ont cassé. Les maisons ont commencé à se dégrader. Il n'y avait pas de fumée dans la maison d'Élise. Aucun crépitement de bois de chauffage. Aucune odeur de soupe. Malgré tout, Lucien jouait, dessinant sur le sol en pierre. Je porte des chaussettes épaisses. Pas de toux. Aucune douleur. La chaleur semblait provenir du sol. Pas de précipitation pour s'échapper. La deuxième nuit, les commentaires ont commencé. À la troisième tentative, le premier enfant tomba malade. Mercredi, Madame Laurent n'avait plus de charbon. C'est alors qu'elle gravit la colline, son petit-fils tremblant dans ses bras. Il frappa à la porte. Élise l'ouvrit. Il n'a rien demandé. Elle repoussa simplement la couverture du sol et indiqua du menton. Allongez-le ici. La chaleur était bien réelle. Toujours. Vivo. Le lendemain matin, la rumeur se répandit, et le village ne fut plus jamais le même. Cette nuit-là, Élise alluma le feu, pour la première fois depuis des jours. Il laissa la chaleur monter par le poêle et se répandre lentement dans l'air lourd de la maison. Puis il s'agenouilla et réarrangea les pierres une à une avec des mains attentives, presque respectueuses. Lucien observa néanmoins, mais quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de maintenir la chaleur, c'était une question de confiance. Dehors, les commentaires n'étaient plus les mêmes. Certains voyaient encore le salut en Élise, et ceux qui ont commencé à la traiter de menteuse. Le lendemain, la femme enceinte est revenue. Elle avait amené son mari avec elle, les yeux cernés, tenant un pot vide comme s'il portait une supplique muette. Juste pour une nuit, Madame Élise. Elle hésita. Elle regarda Lucien dormir. Il baissa les yeux vers le sol qui lui semblait moins chaud qu'auparavant. Il prit une profonde inspiration, et il pointa du menton. Juste une nuit. Mais cette nuit-là, la chaleur a mis du temps à monter. Et Élise ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le doute. Le sol en pierre n'a jamais promis de miracle. Il ne lui rendait que ce qu'elle lui avait donné. Attention, ordre, intention. Et maintenant, les choses commençaient à se dégrader. Le froid persiste. Au contraire, il s'est durci. Au 8e jour d'un hiver ininterrompu, la petite rivière du village cessa de couler. Le bruit de l'eau,
qui avait toujours coulé dans la vallée comme un murmure constant, avait disparu. Un silence pesant régnait sur les lieux. Un vide glacial qui semblait engloutir même les pensées. Les maisons étaient au bord de l'effondrement. Les serres de fortune n'ont pas réussi à retenir la chaleur. Les chiffons accrochés aux fenêtres se déchiraient sous l'effet du vent. Les poêles à bois se transformaient en pièges. Ils consommaient le combustible trop rapidement et laissaient des traînées de fumée qui attiraient les animaux affamés. Un chien errant s'est introduit par effraction dans la maison d'un couple. Un rat congelé a été trouvé dans un placard. Les gens ont commencé à quitter leur maison. Je me promène dans le village, chercher le moindre signe d'abri véritable. C'est à ce moment-là que la maison d'Élise a cessé d'être un secret. À 3 heures de l'après-midi, on frappe fort à la porte. 2 familles, 4 personnes au total. L'un d'eux crachait du sang. Élise hésita. Le sol était encore chaud, mais c'était différent maintenant. Ralentissait, plus faible, comme si l'argile elle-même commençait à douter. Elle l'ouvrit néanmoins. Il a fait de la place. Il a ajusté les vêtements. Il a partagé le peu qu'il possédait. La nuit, quelqu'un a tenté de s'introduire de force. Ils ne se sont pas frappés. Ils ont poussé. Les serrures ont tenu bon, mais le craquement sec du bois qui se fendait pouvait être entendu par tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Lucien se réveilla en sursaut. Les autres restèrent silencieux. Élise se leva. Il ramassa la pelle appuyée contre le mur, non pas comme une arme mais comme une limite. Le bruit a cessé, mais la peur persistait. Pour la première fois, l'abri semblait fragile. Les jours suivants, des hommes venus de l'extérieur de la région firent leur apparition. Les étrangers, commerçants, des gens que personne ne connaissait vraiment. Ils ont dit avoir entendu parler d'un « sol qui ne refroidit jamais ». Ils ont proposé de l'argent, outils, même un cheval. Dites-moi comment vous avez fait. Montrez le mélange. Écrivez-le sur un morceau de papier. Élise a refusé sans élever la voix. Parfois avec des mots. Parfois un simple regard suffit. Ils ont commencé à la traiter d'égoïste. Une femme, dont la petite fille était décédée d'une pneumonie, a déclaré devant tout le monde « Si je l'avais divisée plus tôt, elle serait peut-être encore en vie ». Élise baissa les yeux. Il n'a pas répondu. Je savais que cela pouvait être vrai. Mais je savais aussi que si j'avais ouvert la maison plus tôt, peut-être que Lucien n'était plus là. Le 12e jour, une tragédie frappa le village. Le toit de l'école s'est effondré sous le poids de la glace. 4 personnes étaient réfugiées à l'intérieur. 2 personnes sont mortes sur le coup. Les 2 autres ont été emmenées chez Élise par pur instinct. C'était le seul endroit qui semblait encore offrir une chance. Elle les a reçus, même en sachant que le sol avait déjà atteint ses limites. À présent, la maison abritait 9 personnes. La chaleur venait d'en bas, mais aussi grâce à des soins constants. Braises discrètes, chiffons humides, chaux renouvelés. Un cycle presque mystique de maintenance silencieuse. C'est alors que l'un des hommes, un ingénieur de la capitale, a proposé quelque chose de différent. Je ne veux pas l'acheter. Je veux comprendre. Si cela s'avère vrai, cela pourrait sauver des centaines de vies. Partagez ceci. On se souviendra de vous. Élise regarda Lucien. Il dormait recroquevillé, comme toujours. Mais il respirait profondément. Pas de tout. Elle pensa. Pendant de longues minutes. Il a ensuite répondu. Ce qui chauffe ici, ce n'est pas seulement le sol. Voilà la raison. L'homme fronça les sourcils. Raison? Elle s'est agenouillée. Il toucha une des pierres. Ses mains étaient plus fines maintenant, mais fermes. Chaque pierre fut placée là par peur, pressée avec espoir. Je n'ai pas répété de formule. J'ai répété mes promesses. L'homme ne comprenait pas. Ou peut-être en avez-vous compris plus que vous ne le vouliez. Cette nuit-là, le village tomba dans le silence. Personne n'a frappé personne. Personne n'a tenté d'entrer. Mais tout le monde l'a remarqué. Il savait que quelque chose de plus important se passait là-bas. Quelque chose qui ne pourrait pas être reproduit avec du ciment et à la main. Le lendemain, le soleil fit son apparition pour la première fois en près de 2 semaines. Et le sol d'Élise était encore chaud. Le dégel ne s'est pas produit d'un coup. Il était discret, un goutte à goutte. La rivière recommence à couler à l'aube. L'odeur de l'argile qui s'éveille sous le faible soleil. Mais c'était suffisant. Les gens ont commencé à quitter leur maison. Je commenterai plus tard. Enfin, quelque chose à retenir. Les voix ont changé. Ceux qui se moquaient commencèrent à demander, maintenant sur un ton différent. Élise, et si je voulais en essayer un? Si j'apporte les pierres, me les montrerez-vous? Je veux juste que ma fille dorme sans tousser. Elle n'a pas répondu immédiatement. Je m'y attendais. Je regardais. Elle en a absorbé un peu. Avec d'autres, ils se contentaient d'écouter, jusqu'à l'arrivée d'une délégation de la grande ville.
Un homme en costume, 2 ingénieurs, un photographe. Il voulait le documenter, reproduire, créer un projet. Elle les a laissés entrer. Mais il a seulement dit « Regardez, ne bougez rien ». Ils en ont pris note. Ils ont pris une photo. Ils ont parlé d'investissement, d'innovation et de reconnaissance. Elle a répondu « Cela ne provient pas d'études. Elle est née d'une fièvre que je ne pouvais plus revivre. » Cette phrase ne convenait pas au rapport. Au moment de partir, ils leur ont offert de l'argent. Élise a refusé. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de système. Juste une intention. La rumeur se répandit. Quelques jours plus tard, l'un des hommes qui avait tenté d'enfoncer la porte est revenu. Tête baissée, main propre. J'ai rapporté des pierres de la rivière. Puis-je le laisser ici? Tu n'as même pas besoin de me la prendre. Je veux juste qu'il soit proche. Élise acquiesça. Il m'a montré un coin du jardin. D'autres ont suivi. La maison n'est plus un abri. C'est devenu une sorte d'hôtel silencieux. Pas à cause de la religion, mais à titre de rappel. Personne d'autre n'a essayé de copier le sol. Ils ont effectivement commencé à mieux prendre soin d'eux-mêmes, parce qu'ils comprenaient, ce n'est pas la pierre qui a sauvé Lucien, c'était le temps qu'on lui consacrait. L'hiver est passé, le silence retomba. Au printemps, il n'y eut pas de fête. Le village n'était plus le même. Les maisons portèrent des marques, mais l'un d'eux est resté intact, à de Élise. Non pas parce que je n'avais pas souffert, mais comme il n'était pas conçu pour résister au froid, et oui, abandonné. Lucien se remit à courir dans la cour. Parfois, il collait son oreille contre la pierre, comme s'il écoutait quelque chose d'invisible. Élise continua de s'occuper des pierres. Lavage, réassentava, non pas par nécessité thermique, mais par respect. Quelques années plus tard, ils ont nommé l'endroit « la maison au sol brûlant ». Les touristes sont venus. Des journalistes en ont parlé. Les enseignants voulèrent des livres. Élise ne l'a jamais reçu. Elle a tout simplement tenu la promesse qu'elle avait faite en silence. Tant que je le pourrai, tu vivras. Et le village a finalement appris, certains savoirs ne peuvent être enseignés. Ils ne peuvent pas être copiés. Ils ne sont pas à vendre. Ils sont vécus, pierre par pierre. Si cette histoire vous a marqué, ce n'est pas à cause des pierres. C'est parce qu'à un moment donné, elle a évoqué une peur que vous avez vous aussi ressentie. La peur de perdre. La peur de ne pas pouvoir y faire face. La peur de devoir construire quelque chose seul, quand plus personne n'y croit. Ici, nous ne racontons pas d'histoires par hasard. Nous racontons des histoires qui restent ancrées dans le réel, et les tensions continuent de s'intensifier, même après la fin de la vidéo. Alors, si vous avez envie de lire d'autres histoires comme celle-ci, des histoires qui ne crient pas mais ils restent, vous savez déjà ce qu'il faut faire. S'inscrire. Parce que certaines choses n'ont de sens que si lorsque nous suivons le parcours jusqu'à la fin.